Voilà, nous sommes là à Anglo-Congo. Aujourd'hui, c'est le 17 décembre 2018. Nous avons trois sujets à traiter pendant cette analyse. Les propos de Madame Olive Lembe Kabila, la visite de Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi en Namibie. La Mouka appelle ses militants à voter avec machine à voter. Ce sont là, excusez-moi, ce sont là les trois sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Je voudrais m'excuser, je suis en train de faire cette analyse suite à une forte demande des amis d'Anglo-Congo. Vous avez certainement constaté que depuis le 13 décembre, date de mon anniversaire, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait d'analyse parce qu'en fait, le 13 même dans la soirée, je suis tombé malade, il faut dire ça clairement comme ça. J'ai fait une forte grippe et je n'étais pas dans les meilleures conditions de faire l'analyse. C'est pour cela que je me limitais autant que je pouvais à poster. Mais aujourd'hui, je me sens un peu mieux qu'il y a quelques jours, mais je continue à éternuer, ce qui pourra se passer pendant ce direct. J'ai déjà éternué juste au début de cette analyse. Donc, souffrez que je puisse faire cette analyse dans cette condition, que ça ne vous gêne pas. Voilà, il y a eu beaucoup de demandes. Je ne pouvais pas dire à tout le monde pourquoi je ne fais pas l'analyse. C'est vrai que pendant que j'étais souffrant, il y a eu abondance d'actualité. Ma dernière analyse, c'était autour de l'incendie de l'entrepôt de la CENI. Alors, nous allons respecter la tradition qui veut que nous puissions reconnaître les 10 premières personnes qui se sont connectées. Nous avons parti à Madika, nous avons Kazadi, JM Lumbala, Pati Madika dit bonjour, je dis bonjour. Nous avons Isidore Kashiba, il dit scandale à l'université de Kisangani, la délégation des représentants des étudiants est allée rendre visite à Chadari et le dauphin a donné une enveloppe de 20 000 $. Nous allons y revenir, ça ressemble beaucoup plus à un commentaire ou bien une information. Nous avons Alain Moulumba Kabeya, nous avons Camille Toumba. Voilà, ce sont là, en tout cas vous êtes moins de 10. Certainement, le manque de régularité de direct a certainement un peu affecté notre audience. Mais qu'à cela ne tienne, par la grâce de Dieu, je crois que nous allons recouvrer notre santé progressivement. Alors, c'est dû surtout au changement de climat. Chez moi, ici, c'est l'été, il fait chaud. Et comme cela s'est fait un peu brusquement, donc ça affecte un peu la santé. Voilà. Et puis il y a Henri Bedibanga qui dit bonjour Anglo-Congo, tu nous as beaucoup manqué pendant ce week-end. Oui, c'est ce que j'étais en train d'expliquer aux autres. J'étais souffrant et même là je suis, j'allais dire, convalescent, voilà. Parce que ça va un peu beaucoup mieux maintenant par rapport il y a quelques jours. Alors, commençons par les commencements. Le premier sujet que nous allons traiter, les propos de Madame Olive Lembe Kabila. Mais avant qu'on y entre, quelques brèves. En tout cas, hier, Martin Fayulu, les candidats de la Mouka, étaient dans le territoire de Bandundu. Donc, prenez ça tout Bandundu, dans la seule configuration, parce qu'il est allé au Serinongo. Monsieur Félix Tshisekedi, hier, ils avaient clôturé avec Chikapa.
Ils étaient arrivés à Kinshasa pour un break. Martin Fayulu serait aussi arrivé à Kinshasa pour un break. Mais ça, je vais vérifier pour Martin Fayulu. Félix Tshisekedi, j'apprends qu'ils vont faire le Bas-Congo, donc Congo central aujourd'hui. Voilà. Et après cela, ils vont faire le Bandundu et ensuite la grande province de l'Équateur. Donc, il faut prendre ça dans la configuration ancienne, c'est-à-dire Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, la Chopo, machin, tout ça. Donc, la province de l'Équateur. Alors, aujourd'hui, nous sommes les 17. Dans très peu de jours, donc nous aurons, dans 6 jours exactement, nous aurons les élections. Et si on s'en tient au propos de Nanga, donc à la fête de Noël, nous serons en mesure de savoir qui sera le successeur de Joseph Kabila. Ça sera certainement entre Shadari, dont je n'ai pas donné le programme parce que je n'ai pas son programme, mais je sais qu'il était, les dernières images que j'ai vues, il était à Goma, c'est pas Goma, Bukavu aussi, mais je ne sais pas qu'est-ce qui était venu avant. Donc ça sera certainement entre Shadari, qui est soutenu par Kabila, Martin Fayulu ou Félix Tshisekedi. Avoir les choses de visu comme ça. Donc, parmi ces trois ici, à moins d'une grande, très grande surprise, nous aurons les successeurs de Joseph Kabila. Donc, là, c'était les brèves. Alors, les propos de Madame Olive Lembe Kabila. C'est l'épouse de l'actuel du chef de l'État sortant hein, de la RDC. Vous savez, il est resté là sortant, chef de l'État sortant pendant longtemps. Et s'est laissé emporter, comme on dit un peu de manière vulgaire, elle a pété le plomb. Elle a tenu des propos, j'allais dire, à la fois injurieux, et ça peut aussi être diffamatoire, à la fois aussi, quelque part, xénophobe. Alors, bon, au-delà des propos qu'elle a tenus, nous regardons les contextes. Nous regardons les contextes de ces propos. Nous avons tous vu cette dame Aki Sangani, où elle a mobilisé fort pour les candidats du FCC, à savoir M. Shadari Emmanuel, et elle a fait un geste qui c'est de prier pour M. Ramazani devant la foule. On croirait à une sorte de transfert de pouvoir parce qu'elle est, qu'on le veuille ou pas, elle est dans l'espace présidentiel, elle est la première dame. On dirait une sorte de consécration de Shadari en tant que président de la République, en tant que chef de l'État. Et c'est un acte de quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui croit en Dieu, parce que c'est comme ça qu'elle se présente. Et puis, en l'espace de quelques heures, en tout cas pas plus de 3 jours, on ne la reconnaît pas. Je ne sais pas c'était où. Il me semble que c'était à Goma. Si ce n'est pas le cas, donc c'est Bukavu. Excusez-moi, dans l'état où je suis, en tout cas, je ne saurais pas avoir toutes les précisions. J'ai voulu satisfaire à tous ceux qui m'écrivent. L'endroit importe peu. Mais ce qui est vrai, après Kisangani, où il y a eu une grande foule,
M. Chadari a été hué à Bukavu. Est-ce que c'est ça qui a causé la colère de maman Olive Lembe? Mais, comme je l'ai dit, son mari n'est pas... Nous prenons le contexte, son mari ne sera pas candidat. Tout le monde sait que les Kabila n'ont jamais eu peur des élections. Pourquoi? Parce que c'est des élections gagnées d'avance. C'était comme en 2006, en 2011. Mais là, on a une sorte de panique que l'on peut percevoir dans la femme même de M. Kabila. Quand je dis femme, c'est la personne la plus intime, la plus proche. Il y a là une sorte de panique. Il y a là une sorte de désespoir. Il y a là une sorte de quelqu'un qui n'est pas sûr du lendemain. Je me suis dit que cette dame et les clans Kabila qui comptaient sur la victoire de Chadari, certainement, elle s'est rendue compte que cette victoire n'est pas assurée. Parce que ça ne s'explique pas, cette panique que certains peuvent présenter comme une colère. Elle est sortie de sa réserve, elle a tiré sur des opposants sans citer leur nom. Il y en a qui disent peut-être qu'elle parlait, à un moment donné, elle parlait à Fayoulou. D'autres qui disent c'était Vital Kamere, d'autres qui disent c'est Félix Tshisekedi, parce qu'elle s'en prend, elle fait allusion aux candidats qui sont mariés à des étrangères, et nous savons que M. Fayoulou, ce n'est pas un secret et ce n'est pas interdit, ce n'est pas illégal, parce que l'amour n'a pas de frontières. M. Fayoulou est marié à une Camerounaise. Tantôt, elle parle des gens qui n'ont pas de foyer stable, qui ont des enfants à gauche et à droite. S'adressait-elle à qui? Je ne sais pas, il y en a qui disent à Félix Tshisekedi, d'autres disent non à Vital Kamere. Elle va plus loin en disant que quel exemple vous allez donner, vous qui prenez les femmes d'autrui. Hein? Bon, elle parlait des candidats, mais en même temps, elle est allée au-delà des candidats. On peut même extrapoler qu'elle parlait aussi de Moïse Katumbi, parce que sa femme, elle est burundaise, voilà. Donc d'un côté et puis de l'autre, elle serait rwandaise. C'est pour cela que j'ai dit, il y a une sorte de panique, une sorte aussi de mélange de tout. Et ça fait la confusion. Alors, s'ils étaient si sûrs que Chadari sera élu même par tricherie, ce qui a été le cas pour son mari en 2011 et même en 2006, elle aurait gardé sa sérénité. Mais apparemment, à partir de son agitation, on peut dire que il y a quelque chose qui ne tient pas. Et ça vient du palais, parce qu'elle vit dans le palais présidentiel. On peut extrapoler en disant que c'est l'ambiance maintenant dans le camp de Kabila. Donc, elle a manqué de maîtrise. Certains disent, suite aux chansons qui ont accompagné M. Vital Kamere et Félix Tshisekedi à Kananga. Et quand j'ai demandé à une personne d'interpréter, vous savez, Kananga, c'est l'une des villes martyrs du Congo. On a tué beaucoup de jeunes à Kananga, dans une commune qu'on appelle Nganza. Et c'est Chadari qui était ministre de l'Intérieur.
pendant cette crise. Et donc, Kananga est certainement en colère contre le régime en place, et elle a raison, la ville de Kananga. Donc, on ne saura pas dire exactement la cause fondamentale de cette panique de cette première dame qui se veut une chrétienne, qui est devenue xénophobe, qui a tenu, certains disent même que elle faisait allusion aussi au Baluba, sémant une sorte de division ethnique parce qu'elle avait pris un accent qui dénote que c'était un accent Luba dans son lingala. Donc, voilà. Mais, au moins, les concernés savent, les uns et les autres, voilà. Mais c'était à côté de la campagne. Alors, nous espérons que, parce qu'elle a parlé de l'éducation de ses candidats et d'autres acteurs politiques, l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, elle qui a une bonne éducation, nous espérons qu'elle va se rendre compte, en tant que chrétienne en plus, qu'elle était allée trop loin, elle a vexé des gens, qu'elle va finir par demander pardon. Nous espérons. Alors, nous laissons ce point. Nous prenons le deuxième point, la visite de Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi en Namibie. Nous avons tous certainement suivi que, alors que la campagne bat encore son plein en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Mbemba, qui est le président du MLC, le chairman, et M. Moïse Katumbi, qui est le président de la plateforme appelée Ensemble, s'était rendu à Windhoek, qui est la capitale politique de la Namibie. Et là-bas, ils ont eu des entretiens avec le président namibien, qui est aussi le président en exercice de la SADC. J'ai la vidéo ici du reportage de leur visite sur place là-bas. Je vais balancer ça. Vous allez suivre ça en tant qu'audio, mais ça aurait été beaucoup mieux de voir parce que les body language, donc l'expression faciale corporelle, pouvait vous donner encore une idée de ce que pouvait être cette discussion, dans quelle ambiance. Mais néanmoins, je vais vous expliquer comme ça, suivant un peu. C'est en anglais. Je vais laisser jouer la vidéo et puis je vais revenir pour vous résumer ce qu'ils ont dit. Alors, suivant. With only 9 days to go before the Congolese had to polls in DRC, acts of violence and election materials being destroyed in a fire have already tainted the process. The Movement for Liberation of Congo, MLC, and Ensemble party leaders informed the chairperson of SADC that their candidate Martin Fayulu is being prevented from campaigning peacefully by government loyalists. They stopped it from the government in Kinshasa. So we came to really express to His Excellency our main concern about the issue of this electoral process. The opposition pact also wants an independent investigation into the killings of 2 people at Fayulu's rally 2 days ago. There have been a lot of problems to the credibility of this process, electoral process. But the president of the SADC, I think, must be informed about the issue of this election, and if he can, of course, by being informed, try to help not just DRC but the Congolese people to have a peaceful process of election. President Geingob is in talks with the chairperson of SADC's organ on politics, defense and security cooperation at Kalungu
and South African President Cyril Ramaphosa, as the region is closely monitoring the situation. The regional leaders were planning to hold the SADC double-tracker meeting over the weekend, but called it off. We are not the ones to decide what must happen in the DRC. The people who must decide. We're just there to support, as they were supporting us in our struggle. So I'm meeting them to go listen to them, to hear their views, take it back to SADC members. I was in touch with President Lumbu, Cyril Ramaphosa. I failed to get Angola because he's now in Mozambique. So we'll be consulting. I was in touch with the Executive Secretary of SADC. So I told them I'm meeting brothers, listen to them, give them feedback. The current president of DRC, Joseph Kabila, is backing Emmanuel Ramazani Shadary, the former interior minister. Shadary met Dr. Geingob last month and promised that the electoral process would be credible. Blanche Correses, NBC News, Windhoek. Voilà, donc là c'est la vidéo du reportage sur la visite de messieurs Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba, qui sont allés là-bas en tant que leader de Lamuka, qui soutient Martin Fayulu. Dans cette vidéo, il y a les propos de la journaliste, donc de celle qui fait le reportage. Il y a les propos aussi de Jean-Pierre Mbemba et du président namibien Hage Geingob. Alors, en résumé, ils étaient partis informer le président namibien lui parler du processus électoral, lui exprimer leurs inquiétudes quant à la crédibilité du processus électoral. Là, je reprends les propos de Jean-Pierre Mbemba. Et cela s'était fait à 9 jours. Aujourd'hui, nous sommes à 7 jours des 6 jours des élections, donc il y a 3 jours. À 9 jours de la tenue d'élection. Alors, ils ont informé le président namibien, lui demandant qu'en sa capacité du président de la SADC, de voir si la SADC peut intervenir pour aider et que ces élections se déroulent de manière pacifique et surtout que ce soit un processus électoral crédible. Ils ont parlé des cas de violence dans le meeting de Martin Fayulu, parce que c'est tout à fait naturel, c'est leur poulain, si je peux utiliser ce terme. Et ils ont parlé aussi de empêchements, ce sont leurs termes, que Martin Fayulu a été empêché de se rendre dans certaines villes. Et la dame qui faisait le reportage a parlé aussi de l'incendie de l'entrepôt de la CENI. Elle dit que ce processus est déjà affecté par cet incendie-là. Je reprends ce terme pour mettre ça littéralement, que le processus est déjà teinté. C'est le terme qu'elle a utilisé, teinté. Alors, le président namibien a dit que ils ne peuvent pas décider à la place du peuple congolais. Il revient au peuple congolais de décider ce qui va se passer en RDC. Mais il est là pour aider et soutenir, comme aussi pendant la guerre de la libération de la Namibie, la RDC avait soutenu la Namibie, les Zaïre à l'époque. Parce que ce président ici, beaucoup de gens ne le savent pas, pendant la guerre de la libération de la Namibie, un des pays où il avait résidé en étant en exil, il avait résidé aussi au Zaïre.
Et je me souviens le jour qu'ils ont obtenu l'indépendance vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Les Zaïre étaient représentés, j'avais suivi ça à la télé, par M. Kengo Adondo, qui était le premier ministre à l'époque, alors qu'en RDC, je crois que nous étions déjà dans la période des transitions, quelque chose comme ça. Alors, dans sa réponse, il dit qu'il avait contacté le président zambien, Edgar Lungu, parce que c'est lui qui est le responsable de l'organe chargé de la défense, paix et sécurité dans la SADC, qu'il avait contacté le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et qu'il avait tenté de contacter le président angolais, Joao Lourenço, mais malheureusement, il n'a pas eu parce que Joao est en déplacement au Mozambique. Il les a informés qu'il était en train de recevoir Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba. Il devait y avoir une réunion à la fin de la semaine, une double troïka. Et malheureusement, ça c'est la reporter maintenant, cette réunion a été annulée. Et à l'occasion de cette réunion, normalement, il devrait aussi parler de la SADC, selon qu'ils sont en train de suivre de près la situation en République démocratique du Congo. Ceci étant dit, nous savons tous qu'en diplomatie, tout ne se dit pas sur la place publique. J'aurais sincèrement souhaité que vous puissiez, ardemment souhaité que vous puissiez voir la vidéo, et je vais publier ça sur mon mur, bien que le reporter soit en anglais, mais vous pouvez voir le body language. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ensuite, on a souligné que Ramazani, qui est soutenu par Joseph Kabila, lui aussi était à Windhoek il y a de cela 1 mois. Il avait rencontré le président namibien et il avait rassuré que les élections allaient se dérouler dans la paix. Voilà. Alors, je disais que quand vous regardez la vidéo, vous allez voir le président namibien est debout et Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba sont en train de venir vers lui et Moïse Katumbi a quelques pas d'avance par rapport à Jean-Pierre Mbemba et il va faire une accolade, le président fera une accolade à Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Mbemba, ça sera seulement une poignée de main. Ceci veut dire que Moïse Katumbi n'est pas inconnu à Windhoek. Hein? Vous savez, Moïse a longtemps vécu en Afrique australe, notamment en Zambie et en Afrique du Sud. Il y a quelques mois, je crois que c'était pendant le sommet ou après le sommet, le tout dernier où Kabila était parti, c'est à Windhoek où Kabila, pour rappeler un peu la petite histoire, Kabila avait dit au revoir à ses pairs de la SADC. Alors, d'après mes informations à moi, d'après mes sources très crédibles, la SADC est pour le départ de Kabila. Mais la SADC estime qu'elle a fait assez. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit d'abord ici, si je reprends les propos du président namibien. Il y a quelques mois, il avait fait une interview sur RFI. Il avait estimé que ce qu'ils ont fait, c'est assez, mais là, il reste aux Congolais de faire ce qu'ils doivent faire, de se décider. Et c'est exactement la même position qu'il a eue vis-à-vis
ces visiteurs, si on peut dire comme ça. Maintenant, j'étais en train de parler de body language, donc vous verrez que Moïse venait détendu, souriant, mais quand ils sont sortis, quelque chose qui sonne, on ne voit plus Moïse sur l'écran, on ne le voit pas. On voit Jean-Pierre Mbemba qui est en train de s'adresser à la presse, qui dit, voilà, nous sommes venus le voir, l'informer, comment le processus électoral se déroule, lui exprimer nos inquiétudes, lui demander de voir comment la SADC peut aider le peuple congolais pour que les élections, je vous ai tout expliqué. Mais quand on regarde le visage de Jean-Pierre Mbemba, on peut lire sur son visage une sorte de crispation. On ne voit pas quelqu'un détendu. Et quand le président namibien parle, on voit qu'il est très prudent dans ses propos. Il prend le soin de ne pas donner l'impression de quelqu'un qui soutient ses visiteurs. Ici, c'est une interprétation à moi. Mais quand je vais publier la vidéo, vous allez voir. Évidemment, ceux qui comprennent l'anglais, ils pourront faire la lecture eux-mêmes. Alors, je disais que d'après mes informations, la SADC a une position. C'est que les élections se tiennent le 23 décembre parce que c'était ça la promesse ferme de Joseph Kabila qu'il avait fait à ses pairs de la SADC, à Luanda au mois d'avril et aussi à Windhoek alors qu'il prenait part à son dernier sommet en tant que chef de l'État au niveau de la SADC. Donc pour la SADC et pour le président sud-africain, il a dit une fois, il dit pour lui, il ne voit pas de problème, les choses vont bien. Et que le 23 décembre, d'après les assurances reçues du gouvernement congolais, il y aura élection le 23 décembre. Pendant que les deux leaders de la Mouka étaient en Namibie, les observateurs de la SADC étaient déjà déployés sur le territoire congolais. Bon, c'est un nombre insignifiant quand on regarde l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est vrai que le chef de mission des observateurs de la SADC, je l'avais dit dans une autre analyse, avait exprimé des inquiétudes par rapport aux actes de violence, notamment la mort on parle de 2 morts de militants de la Mouka, et aussi de la mort d'un militant de l'IDPS en Bujimaï, et l'incendie de l'entrepôt de la CENI. Tout de suite, que j'ouvre une parenthèse, nous disons l'entrepôt de la CENI, mais en réalité, cet entrepôt-là appartient à l'ambassade des États-Unis. Donc, la CENI avait déposé ses matériels dans une installation qui appartient à l'ambassade des États-Unis. Ce n'est pas une propriété de la CENI, mais c'est plutôt une propriété de l'ambassade des États-Unis. C'est très important. Nous allons y revenir parce qu'on parle des menaces. Vous savez, il y a des menaces d'actes terroristes contre l'ambassade des États-Unis et les installations et les personnels, les installations des Américains au Congo et les personnels diplomatiques, même des citoyens américains. Je ferme la parenthèse. Alors, la SADC estimait qu'elle avait fait assez, disais-je, et que, bon, il fallait laisser le Congo respecter sa souveraineté. Ce sont les termes du président namibien sur RFI. Et vous allez comprendre que cette position correspond à la position du gouvernement congolais qui a beaucoup parlé du respect de la souveraineté de la RDC dans le cadre de ces élections. C'est ainsi qu'au nom
de ces principes sacro-saints de la souveraineté de la RDC, le gouvernement congolais et la CENI n'ont pas voulu que les observateurs de l'Union européenne soient déployés pendant ces scrutins du 23 décembre. C'est aussi suite à la même raison que les observateurs du centre Carter, basés à Atlanta aux États-Unis, ne sont pas déployés. Kabila l'a dit dans une interview, il a accordé des interviews avec la presse anglo-saxonne. C'est d'ailleurs là où j'ai tiré l'article, enfin un extrait de l'interview, là où on lui a posé la question sur les chanvres, le cannabis. Et lui, il n'était pas opposé que ça soit utilisé comme, c'est une parenthèse que j'ouvre, que ça soit utilisé comme médicament pour le traitement ou la thérapeutique. Alors, on lui posera la question, est-ce qu'il en prend? Bon, là, il faut le dire, c'était un peu comme une blague. Il dit, mais de toute façon, je ne suis pas catholique pour dire, bon, je peux prendre, donc j'en prends. Et voilà. Alors, maintenant, il nous revient, d'après nos informations, que, vous savez, dans toute organisation, il y a des membres qui sont très influents. Ils ont le même statut, mais l'Afrique du Sud reste, de par son poids économique, reste la locomotive de la SADC. Alors, il nous semble que l'Afrique du Sud, c'est elle, d'après notre information, qui a fait que la réunion qui devrait se tenir et au cours de laquelle on devrait parler des problèmes de la RDC, c'est l'Afrique du Sud, qui a décommandé cette réunion. Et la raison est celle-ci. Vous savez que l'Afrique du Sud a été pour beaucoup, pendant les négociations entre l'AFDEL et le pouvoir du défunt maréchal Mobutu, que son âme repose en paix, l'Afrique du Sud avait joué un rôle très capital pour que l'AFDEL ne puisse pas entrer en force à Kinshasa, pour que le maréchal Mobutu quitte sans qu'on tire sur son avion. Évidemment, l'Afrique du Sud l'a fait sous la dictée de la communauté internationale, particulièrement des États-Unis. Alors, l'Afrique du Sud avait mal digéré le fait que Joseph Kabila avait récusé Thabo Mbeki parce que pendant cette période-là de l'AFDEL, c'est Thabo Mbeki qui était le patron de la diplomatie sud-africaine alors qu'il était vice-président. C'est lui, en fait, qui avait les dossiers RDC en main. Et alors que Kinshasa allait récuser en annonçant cela dans la presse, ça aurait été beaucoup plus diplomatique que Kinshasa refuse, mais sans le dire, par exemple, le journaliste trouvait une formule diplomatique. Vous savez, Kika fait des sorties médiatiques pour dire non, nous n'allons plus accepter les envoyés spéciaux, qui qu'ils soient, tout ça. Donc, et cela avait frustré Pretoria. Souvenez-vous, le président sud-africain devrait se rendre à Kinshasa dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Afrique du Sud. Il avait en dernière minute annulé sa visite alors que son équipe, donc l'équipe ministérielle était déjà en séjour à Kinshasa, conduite par la ministre des Affaires étrangères Lindiwe Sisulu. On avait évoqué des problèmes de santé, mais après, bon, c'est vrai, d'après la presse sud-africaine, il y avait des petits problèmes de santé, mais après, il est allé, il a fait des visites, notamment en Europe. Dernièrement, il était en Europe. Et il a parlé au Parlement. Hier encore, je l'ai suivi. Il était dans une des provinces en Afrique du Sud.
Avant-hier, je l'ai suivi en direct aussi. Il a fait un meeting quelque part. Donc, le président sud-africain s'est rétabli, mais il n'est jamais venu à Kinshasa comme il avait promis. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud s'est retirée du deal parmi les partenaires de la RDC pour les projets de INGA 3. Parce qu'ils ont jugé que ce n'était pas dans l'intérêt de l'Afrique du Sud de s'engager. Cela est venu du Parlement, mais on peut comprendre que c'était un moyen pour permettre à l'Afrique du Sud de se retirer. Alors, donc c'est l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud ferait une telle chose? Tout simplement, comme je l'ai dit une fois, beaucoup de gens n'avaient pas compris, l'Afrique du Sud veut rester influent dans le dossier RDC parce qu'ils ont des intérêts, mais la chute ou le départ de Zuma, je l'avais dit, avait changé beaucoup de choses au niveau des relations entre l'Afrique du Sud et le régime de Kinshasa. Alors, ce départ avait changé beaucoup de choses parce que le régime Kabila s'était beaucoup appuyé sur Jacob Zuma. Et Zuma qui voulait que son ex-femme, Madame Dlamini Nkosazana Zuma, puisse lui succéder parce que cette dame était au niveau de l'Union africaine et pendant qu'elle assumait ses fonctions au niveau de l'Union africaine, elle aussi, elle avait beaucoup appuyé le régime Kabila. Souvenez-vous de l'affaire des concertations, elle était même venue, tout ça, appuyer ces assises-là. Alors, c'est aussi par rapport à la politique interne de l'Afrique du Sud. Il y a eu des voix qui s'étaient levées dans le Parlement sud-africain contre l'amitié louche qui est allée au-delà des amitiés d'État entre Jacob Zuma et Joseph Kabila. Alors, l'actuel président sud-africain voulait marquer une rupture entre lui et son prédécesseur. Donc, cela a contribué aussi à ce quoi que nous sommes en train de vivre. Et voilà, donc, mais autre chose qu'il faut dire clairement ici, vous avez constaté, parce que cette visite est aussi liée à la position de Lamuka, là c'est notre troisième sujet, je l'aborde un peu ici, à la position de Lamuka qui appelait maintenant de manière définitive à ses militants à aller voter avec machine à voter. Monsieur Olivier Kamitatou est passé à la presse pour dire que non, voilà, les militants de Lamuka vont aller voter avec machine à voter. Et nous avons écrit un petit article là-dessus. 24 heures après, nous voyons les tonitruants collaborateurs de Moïse Katumbi, M. Francis Kalombo, qui sort, qui dit non, on n'a pas dit ça. Et là, il contredit pratiquement Olivier Kamitatou. Pourquoi entre-temps? Parce qu'ils attendaient les résultats de Windhoek, donc de la Namibie. Parce que leur visite, ce n'était pas seulement lié à aller exprimer leur inquiétude quant à la violence et aux empêchements qu'aurait subi M. Martin Fayulu, mais c'était aussi une dernière tentative pour convaincre la SADC à accepter, à faire pression sur Kabila pour qu'il y ait une sorte de dialogue et occasionner un report. Dialogue dans l'esprit de voir comment bien faire les choses. Et au niveau de la SADC, ce message n'est pas passé. C'est ainsi que vous allez comprendre quand je parle de body language de M. Moïse Katumbi et
Ayant fait face à ces refus polis hein, des pays de la SADC, ils ont compris que non, les choses ne vont pas changer. Donc, c'est comme ça qu'ils ont décidé carrément de s'engager dans la voie qu'avait déjà opté l'UDPS et Cash. Ici, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler, Moïse Katumbi avait parlé des soutiens de Martin Fayoulou dans la sous-région. Et j'avais expliqué avant, j'avais dit que ce qui se passe au Congo, si on se limite à faire la lecture en regardant seulement les acteurs sur place et les événements, on fera une fausse lecture. Derrière ça, il y a des forces au niveau de la sous-région, au niveau du continent et en dehors du continent qui sont en train d'agir et les théâtres de cet affrontement diplomatique, c'est la RDC et au travers des acteurs politiques. J'avais parlé de pourquoi Nairobi, pourquoi on est allé signer à Nairobi. Pour l'accord de Nairobi, ce n'était pas un hasard. Plus le jour passe, plus les gens vont comprendre que ce que j'avais dit était correct parce que j'avais des bonnes informations et j'avais fait une analyse approfondie. D'ailleurs, je vous informe, vous savez que, en passant, le Kenya n'a jamais fait partie des pays des Grands Lacs, de la communauté des pays des Grands Lacs. Mais au dire de l'envoyé spécial des États-Unis, Peter Pham, alors qu'il avait accordé, il avait eu un entretien avec des journalistes de La Voix de l'Amérique, il a cité son champ d'action. Dans son champ d'action, il y a aussi les Kenyans qu'il inclut dans les Grands Lacs. Alors, j'étais en train de dire que au niveau de la sous-région, il y a des forces qui agissent. Et Moïse Katumbi était, quelques jours après, est venu pour dire que la candidature de Fayoulou avait des soutiens dans la sous-région. J'avais énuméré à peu près quels sont ces soutiens. J'avais parlé du président zambien, Edgar Lungu. J'avais parlé de Paul Kagame, le président du Rwanda. Et j'avais parlé de, je ne sais plus quel président. En tout cas, il y avait 3. Non, il y avait 2 si je ne me trompe pas. J'avais parlé un tout petit peu de Denis Sassou Nguesso, mais j'avais dit Sassou Nguesso, lui, il est pratiquement à l'écoute de tout le monde, mais aussi de la fondation IMO. Hein? Évidemment, ce n'est pas dans la sous-région, mais la fondation IMO, c'est une organisation qui est en contact avec beaucoup des chefs d'État en Afrique. Alors, c'est une démarche diplomatique, j'allais dire, qui n'a pas vraiment abouti, tout simplement parce que au sein de la SADC, il y a des positions différentes, si je peux dire comme ça. Mais c'est l'Afrique du Sud qui s'impose. Je prends un autre exemple pour illustrer ce que je dis. La Tanzanie, par exemple. La Tanzanie, sur la question de la RDC, toujours en déphasage avec l'Angola et parfois avec les Rwanda et l'Afrique du Sud. C'est ainsi que vous allez constater. Le président tanzanien n'a pratiquement pris part à aucune rencontre régionale où on parle de la RDC depuis un certain temps. Parce que vous le savez, les Kabila, ils ont beaucoup investi en Tanzanie. Donc, chaque fois qu'il y a une rencontre au niveau des chefs d'État de la sous-région, ce président tanzanien, il envoie la vice-présidente pour prendre part. Donc, la Tanzanie n'est pas vraiment représentée au plus haut sommet chaque fois qu'on parle de la question de la RDC. Alors, la Tanzanie a parlé dernièrement, il y a quelques jours, hein, j'ai écrit un article là-dessus. La Tanzanie craint
a fait un appel pour que le pays voisin et le pays de la sous-région puissent intervenir avant. Quand je parle intervenir, il ne s'agit pas d'une intervention militaire. Non, je ne parle pas de ça. Puissent intervenir sur le plan diplomatique. Pourquoi? Parce que la Tanzanie craint un bain de sang. Là, ce sont les termes du gouvernement tanzanien. Ils disent que c'est un bain de sang que nous pouvons éviter. Donc, la Tanzanie voit la possibilité d'un bain de sang à Kinshasa à l'occasion de ces élections. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dar es Salaam est seulement trop alarmiste? Ça, c'est une autre question. Mais nous pouvons constater que l'Afrique du Sud a une position ferme. Et là, elle s'est comportée d'une manière très tactique. L'Afrique du Sud a donné l'impression au régime de Kinshasa, disons Cyril Ramaphosa, a donné l'impression d'être un peu mou, mais en même temps, il était en train de travailler pour qu'il y ait des élections et que Kabila s'en aille. Et Pretoria doit faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. L'Afrique du Sud avait exprimé son mécontentement, c'était un rappel suite à la réunion de Pretoria, de Johannesburg plutôt, qui a conduit à la réunion de Genève. L'Afrique du Sud n'était pas d'accord avec cette réunion. Et d'après mes informations, l'Afrique du Sud avait joué un rôle aussi discret dans ce qui est arrivé à Genève. Parce qu'il y a eu des puissances, au-delà, là, on retrait les signatures, bon, il y a eu des puissances extérieures qui ont encouragé les uns les autres. Il y avait, par exemple, vous le savez, l'élu Michel, qui était du côté de Lamouka, donc les libéraux belges, et qui sont toujours du côté de Lamouka, en tout cas une bonne partie. Vous n'avez qu'à suivre la vidéo au niveau du Parlement, où on est en train d'interpeller le ministre des Affaires étrangères belge sur la situation des élections, mais quand vous suivez, il parle beaucoup plus de Martin Fayulu que de M. Félix Tshisekedi. Donc, derrière, il y a des puissances. Il y a des puissances qui agissent, qui veulent se repositionner par rapport à la nouvelle donne. Et les Américains ont des complices parmi ces puissances. Certains ne se retrouvent pas dans la démarche américaine. C'est pour cela qu'il faut créer une donne politique nouvelle au Congo, une nouvelle dynamique, pour mettre les Américains devant un fait accompli. C'est ça le dessous de tout ce que vous voyez, les visites là-bas à gauche et à droite. J'ai d'ailleurs une information très confidentielle que je garde. Il y a un des leaders de la Mouka qui devrait se rendre, d'abord Martin Fayulu devrait se rendre aux États-Unis, après qu'il a été désigné à Genève. En dernière minute, ils avaient décidé que c'était beaucoup plus stratégique qu'il vienne à Kinshasa parce que les autres s'étaient retirés de l'accord de Genève. Alors, les contacts avaient été pris. Maintenant, il fallait que quelqu'un représente Martin Fayulu au niveau de certains organismes et certaines personnalités aux États-Unis. L'un des leaders majeurs de la MOCA, donc entre Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, je ne vais pas citer des noms, devrait aller représenter Martin Fayulu. Certains organismes américains avaient dit « niet ». Pas question. Alors, comme je l'avais dit une fois, plus nous avançons dans le processus électoral, plus ces puissances qui sont derrière vont révéler leur vraie face. Ça sera beaucoup plus clair. Vous avez par exemple les libéraux, quand vous suivez la vidéo, c'est clair
qui sont du côté de la Mouka. Quand vous suivez l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, en tout cas, on peut conclure que pour eux, toute démarche qui tend à retarder le processus, aussi mauvais soit-il, pour eux, ils ne sont pas là-bas. Puis ta femme a dit, quand on lui a posé la question sur l'absence de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba dans les processus électoraux, il a dit, écoutez, la RDC a une constitution et a une loi électorale qui détermine les critères d'éligibilité des candidats à la présidence. Et il ajoute que la CENI a pris la décision conformément à la Constitution et à la loi électorale de la RDC pour sélectionner les candidats à la présidence et nous n'allons pas nous permettre d'interférer dans ce qui est la cuisine interne de la RDC. Donc, quand vous faites l'analyse très bien, vous lisez très bien entre les lignes, évidemment, il faut aussi avoir certaines informations. Vous pouvez comprendre que ce que nous sommes en train de vivre chez nous, au niveau des acteurs politiques majeurs, des candidats, est le reflet d'une situation où, au niveau international, M. John Bolton, qui est le conseiller spécial en matière de sécurité, conseiller en matière de sécurité du président Trump, c'est l'un des personnages de l'espace présidentiel aux États-Unis qui voit le président de la République chaque jour. Je dis bien chaque jour. L'un des plus proches collaborateurs du président américain. C'est un poste très important au niveau des États-Unis. Il a fait un discours où il a étalé la stratégie de l'administration Trump en Afrique. C'était dans un think tank qu'on appelle Heritage Foundation. Et là, il dit clairement, et quand on l'écoute, on peut se rendre compte qu'on est déjà dans une sorte de guerre froide au niveau de l'Afrique qui ne dit pas son nom. Il dit clairement que les États-Unis doivent tout faire pour diminuer l'influence de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Et que pour les Américains, c'est un problème majeur pour eux. C'est une priorité. C'est à l'occasion de ce discours, quand il y a eu la série de questions-réponses, que j'ai découvert que le monsieur avait un background de diplomate. Il a travaillé dans les Nations Unies. Hein? Alors, il dit clairement qu'ils ne peuvent pas laisser la Chine, qui vient avec des programmes en emmenant de l'argent et qui fait endetter le pays africain, sachant qu'il leur donne de l'argent, sachant qu'ils ne seront pas en mesure de payer. Et par la suite, la Chine va choisir certains biens à saisir. Je dois mettre ça en termes vulgaires. Vous avez par exemple la Zambie, l'aéroport international de Lusaka, la compagnie d'électricité ZESCO, c'est aujourd'hui entre les mains des Chinois. Ce n'est plus la propriété du gouvernement zambien. Vous avez au Djibouti, il y a un des ports très stratégiques au Djibouti, il est en phase de devenir une propriété chinoise. Donc, les Américains estiment que les Chinois sont en train pratiquement, à coup d'argent, et dettes bien sûr, de s'accaparer de l'Afrique. Alors qu'ils ont besoin des ressources qui sont en Afrique dans le cadre de leur leadership, leur course au niveau du leadership mondial. Donc, quand on écoute ces messieurs, on peut faire la connexion avec ce qui se passe chez nous.
Évidemment, il faut écouter beaucoup de sources et pour le mettre de bout en bout, en fait d'avoir quelque chose de plus large et comprendre comment les choses sont en train de se passer. J'avais pour preuve aussi la presse, je l'ai dit une fois, quand vous lisez la presse francophone en majorité, elle est beaucoup plus tendre, bien fait la promotion quelque part, sans le dire, de Martin Fayulu que du groupe des Nairobi. Mais il y a une presse anglophone en même temps qui elle, est le contrepoids de la presse francophone. Ceci, même au niveau de la presse, reflète ces clivages dont je vous ai parlé sur le plan international entre les puissances. Aujourd'hui, on a des informations de plus en plus sûres que ce n'est pas un secret ici, je ne révèle rien parce que je vous avais dit les rôles de Kenya, j'ai expliqué l'autre jour les bases militaires, certains avaient trouvé ça un peu comme fatigant, mais c'était tout simplement pour donner une photographie beaucoup plus large et faciliter la compréhension. Hein. J'avais expliqué, je disais que ce n'est pas un secret, l'accord de Nairobi, c'était déjà un soutien du Kenya au groupe de Nairobi, au-delà d'accepter que cela se passe là-bas, il y a eu d'autres facilités qui étaient accordées que je m'interdis aujourd'hui de vous donner. Mais le temps va révéler beaucoup de choses. Il y a même un officiel kenyan, le gouverneur de la province de Kisumu. Cette province est la province de parents de Barack Obama. Hein, c'est du côté de Luo. Vous savez, il y a la tribu de Luo, la tribu de Kikuyu, et puis il y a d'autres ce qu'on appelle Karanj. Yeah. Alors, mais les deux tribus dominantes sur la scène politique, si je peux dire comme ça, parce que même les Kenyans parlent de ça comme ça, vous avez la tribu de Luo, qui est la tribu de Barack Obama, et donc aussi de son oncle lointain, Raila Odinga, qui est l'opposant principal au président Uhuru. Et vous avez comme je dis, les Kikuyu. Alors, cette province de Kisumu, c'est une province des Luo. Le gouverneur de cette province, c'est un acteur politique majeur au Kenya. Il a un nom que j'ai oublié. C'est un professeur de sciences politiques au Kenya, très respecté. Il a écrit un article dans un journal kenyan. Après l'accord de Genève et l'accord de Nairobi. Il a dit ceci. Je ne vais pas citer tout, mais il a dit que dans ce qui s'est passé à Genève, il y a eu l'influence de la Belgique. Il parlait donc des libéraux. Il dit, les Congolais doivent savoir que depuis Berlin jusqu'à aujourd'hui, il y a une logique qui s'est maintenue. Il dit, c'est étrange que les puissances en Europe, à Berlin, qui s'étaient réunies, quand ils sont arrivés sur la question de la RDC, on a donné ces pays aux pays le moins, vous n'allez pas même les moins, le plus faible, qui est la Belgique. C'est vrai que les gens disent que le roi belge avait fait une diplomatie, oui, mais c'est étrange que le plus gros morceau de l'Afrique centrale, on a donné ça au pays le plus faible, qui est la Belgique. Il dit la même logique arrive à l'indépendance, quand notre pays devient indépendant. Ce monsieur, c'est le gouverneur de la province, il est l'actuel gouverneur. Et on dit même que ça pourra être le futur, on l'a toujours cité, le futur leader de l'opposition, même président de la République, si c'est possible. Chaque fois quand Barack Obama va dans le village de ses parents, il y était dernièrement, il a ouvert un centre pour les jeunes, il a été reçu par ce monsieur, entre autres. Alors, il dit, après l'indépendance, non, donc disons pendant la période de l'indépendance et la période post
indépendance, il dit, vous avez en RDC un leader qui était très puissant dans la personne d'Emery Patrice Lumumba. Les Belges ont tout fait pour que Patrice Emery Lumumba, qui était très puissant, très fort, ne puisse pas diriger ce pays-là. Ils se sont rabattus sur Kasavubu pendant un court moment, mais par la suite, ils ont même écarté Kasavubu pour se rabattre sur Mobutu, qui n'était rien sur le plan politique. Je dis bien sur le plan politique. Donc, on cherche le plus faible, on fait de lui chef. Mobutu règne. Finalement, il y a l'adhésion populaire à son pouvoir. Il se retrouve que quelque part, il est trop au service de Belges. Il prend certaines mesures, certaines décisions. Les Belges commencent à les diaboliser, à les déstabiliser. Beaucoup de gens ne savent pas. Ici, c'est moi qui ajoute. La guerre qui était venue de l'Angola, la première guerre du Chaba et la deuxième guerre du Chaba, bien qu'il y avait des Cubains qui avaient appuyé la rébellion des Boumba Nathanaël, la Belgique était impliquée dans cette guerre. Bien que la Belgique aussi avait envoyé des militaires belges. Mais la Belgique a contribué à cette rébellion. Et je l'ai dit une fois, vous allez voir que cette guerre avait pour objectif de prendre Kolwezi. Kolwezi, pourquoi? Ce n'était pas par hasard, parce que c'est la capitale mondiale, si on peut dire comme ça, de cuivre, donc par conséquent de cobalt. Les Belges n'ont jamais voulu perdre leur influence au niveau du Katanga et du Kasaï à l'époque à cause des diamants. C'est ce qui avait justifié, quand on cherchait à affaiblir Lumumba, la sécession du Katanga, la sécession du Kasaï. Ils ont fait pratiquement la même chose à Mobutu. Pourquoi? Parce que Mobutu commençait à avoir un discours beaucoup plus nationaliste et il a traduit cela par la décision de la zaïrianisation. Mobutu, souvenez-vous de l'affaire de Liti Timboka. Les Belges avaient exagéré sur cette affaire. Mobutu s'en va avec beaucoup de regrets vis-à-vis des Belges. Souvenez-vous de les débats contradictoires entre la presse belge et puis une délégation qui était venue d'Isaïr, qui était conduite par le fait Gérard Kamanda Wakamanda. Il y avait aussi M. Mpinga Kassenda, M. Nimaïdi Kangimbi. Donc, ce qu'on a appelé les contentieux belgo-zaïrois. Alors, les Belges n'ont jamais voulu quelqu'un de fort au Congo. Quelqu'un qui a l'adhésion populaire. Vous l'aurez constaté aussi, mais c'est Tshisekedi, souvent c'est les Belges qui lui bloquaient, c'est eux qui allaient les diaboliser aux États-Unis et partout ailleurs. Ils lui ont fait l'honneur pendant qu'il est mort en organisant de très grandes funérailles. Mais ça, il faut un mort. Vous allez voir quand Mouzé prend le pouvoir avec le soutien de l'Ouganda et du Rwanda, lesquels deux pays étaient soutenus par les Américains, finalement, les Belges aussi vont commencer à s'attaquer, à tirer sur Mouzé. Tout est parti d'eux. Et arrivera bizarrement, les gens qui n'ont pas aimé les pères, quand le père meurt, c'est eux qui soutiennent que les fils prennent le pouvoir. C'est étrange, ça c'est un autre dossier. Et c'est là que Louis Michel est sur scène de manière visible. Donc, ils vont prendre, et là je vous réfère au propos d'un député belge, député européen belge, quand il dit comment tout est parti de la Belgique pour qu'on aille prendre un jeune homme, tout ça, sans expérience, sans machin,
qui serait rwandais, pour qu'on le mette parce qu'il était malléable et manipulable. Donc, alors, ce professeur kényan explique tout ça. Il dit, c'est la même logique qui a prévalu à Genève. On va chercher l'opposant faible pour en faire les leaders. Pourquoi? Parce que Kabila avait bloqué, ça il faut le dire, Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi. Alors, cette logique est revenue en surface. Donc, j'étais là en train d'expliquer, et vous allez entendre d'ailleurs, M. Vital Kamerhe, les gens parfois rient, mais dans ce qu'il dit, il faut bien écouter. Quand ils sont arrivés, je crois, à Goma, il dit en Swahili, celui qui était le dernier, est-ce que vous avez déjà vu le dernier de la classe devenir le premier? J'en veux aussi pour preuve, parce qu'il y a beaucoup d'informations, ça passe vite, les gens oublient. Mais M. Wang a dit quoi dans une interview? Il dit, c'est vrai qu'il a fallu le petit, mais nous allons le pomper. Hein? Nous, l'ensemble, et puis le MLC, nous allons le pomper, il va gonfler. Il deviendra grand. C'est d'ailleurs, je crois que c'est de là que partent les commentaires, les propos de M. Mende, quand il dit, vous avez suivi, il dit que il est tout petit, il veut se faire gros, tout ça. Donc, il y a des gens qui comprennent qu'est-ce qui s'est passé. Mais tout de suite, laissez-moi vous dire, si Louis Michel avait réussi à obtenir la levée des sanctions sur Chadari, nous aurions un dialogue au Congo. Et cette affaire de dialogue, j'avais commencé à parler de ça avant, sans prendre les risques de dire avant tout le monde, je disais qu'il y a un dialogue qui est en train de venir, et je disais que les Américains ne sont pas chauds avec ce dialogue, mais les Belges sont en train de créer une situation pour que les Américains se rendent compte que bon, il faut y aller. Et le Belge le faisait en faveur de la Mouka. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la Mouka, il y avait l'opposition, mais déjà à l'intérieur, on avait deux camps. Je disais que si on avait levé les sanctions, parce que Kabila avait demandé un signal fort à lui, Michel. Il dit, bon voilà, vous voulez qu'il y ait un dialogue, moi je vais rester, et puis les autres vont rentrer, nous faisons une transition, ils rentrent dans la course, mais il faut un signal fort parce que parmi ces gens-là, donc il faut dire les choses clairement, Moïse Katumbi a beaucoup combattu Joseph Kabila au niveau de l'extérieur par ses lobbies, et à l'époque, il travaillait en collaboration avec les organisations des droits de l'homme. On est parvenu à imposer des sanctions au niveau de l'Europe. Maintenant, il dit, bon voilà, ils vont rentrer, nous aurons un dialogue, mais qu'ils travaillent pour qu'on puisse enlever les sanctions. Et quand lui, Michel, est allé, vous savez, ça n'a pas marché parce que les Américains... Parce qu'au fait, il faut dire les choses clairement, les Américains sont entrés, ils ont une démarche, c'est comme ils avaient fait au Rwanda. Ils sont en train de faire bouger des pions, ils sont derrière. Au Rwanda, ils ne voulaient pas dire qu'ils sont derrière Kagame et l'Ouganda. Les Français avaient compris, mais ils n'avaient pas vraiment de preuves palpables. C'est seulement vers la fin du jeu que c'était maintenant ouvert. Le président Museveni dira, voilà, nous soutenons les Rwandais. Or, chose qu'il niait, nous demandons le départ du président Habyarimana. Et finalement, quand le régime tombe, les Américains révèlent leur face. Jusqu'aujourd'hui, vous savez les rôles qu'ils ont joués et c'est ce qui a conduit à la crise à la RDC. C'est pratiquement la même démarche. Donc, au départ, ils se cachent. C'est aussi le cas de Belge. Finalement, aujourd'hui, les masques commencent à tomber. Donc, au-delà de ce que nous voyons sur terrain, il y a des forces qui agissent derrière. Et il est malheureux quand les Congolais, parfois, ils parlent en se limitant à regarder seulement l'échiquier national, l'échiquier politique national, sans
faire l'effort de voir bon, et pourquoi ces pions a bougé. Est-ce qu'il n'y a que les joueurs que je vois ici ou bien il y a d'autres. Nous vivons dans un monde qui est interconnecté et aujourd'hui, la position stratégique qu'occupe encore la RDC, ça pouvait être un autre pays, les puissances extérieures allaient toujours faire la même chose. Donc, on ne peut pas ne pas comprendre les forces qui agissent derrière. Parfois, quand nous disons cela, les gens pensent que oh, tu prends parti. Non, il n'y a pas de parti à prendre ici. Nous analysons les choses et nous venons vous dire ce qu'il y a. Il y a ce qu'on appelle en anglais wishful thinking. Donc, quand tu es en train de penser, mais tu es en train de tes pensées, ton analyse, ton raisonnement est influencé par ton souhait. Je dis ça parce qu'il y a des gens, il a déjà un souhait ardent. Alors, son analyse est affectée par ce qu'il souhaite. Ça peut être cohérent, mais ça sera une fausse analyse, quoi. Donc, il y a toutes ces forces. Et les Sud-Africains, que les Américains à un moment donné avaient écarté un peu du dossier Congo, avaient tout fait pour rentrer, et vous allez voir depuis un certain temps, l'Angola, mais se positionne plus comme la puissance dans la sous-région qui va faire la redistribution des cartes. Parce que les Sud-Africains ne voulaient pas perdre cette position, c'est une position qu'ils avaient occupée à l'occasion de la chute du maréchal Mobutu. Et c'est comme ça que Mandela avait positionné l'Afrique du Sud par rapport à leurs intérêts à RDC. Donc c'est l'héritage Mandela. Alors l'Angola a toujours un rôle à jouer parce que c'est la puissance militaire de la région, de notre sous-région, mais surtout sa préoccupation, c'est la longue frontière que nous partageons avec elle et ne veut pas qu'il y ait la déstabilisation de la RDC. Donc, les Sud-Africains sont pratiquement rentrés dans leur position, mais ils ont tellement bien joué la carte que finalement, ils ont mis le régime devant un fait accompli. Voilà ce que je voulais dire, mais les jours qui viennent vont révéler la position des uns des autres. Donc, on nous amène, comme je l'avais dit, dans la logique où les Américains voulaient qu'on arrive au 23, malgré les insuffisances de la CENI, parce que le bulletin, qu'est-ce que je dis? Le procès, les fiches de procès-verbaux, les documents d'affichage des résultats au niveau de chaque bureau de vote sont encore en impression en Afrique du Sud. On ne sait pas à quel niveau l'impression est arrivée. Nous sommes à 6 jours de la tenue d'élection. Bon, le temps qu'on termine, peut-être qu'on a fini, et puis qu'on amène ça au Congo, certainement ça viendra, on pourra faire un pont aérien pour faciliter les choses. Le temps de les dispatcher à travers les pays. Ces bulletins sont au nombre de tous ces documents de 1 662 386. Il faut les répartir à travers le bureau de vote, des centres de compilation. C'est un grand travail. La RDC, c'est un sous-continent. C'est là où beaucoup d'analystes, y compris moi, et des diplomates, en dépit des efforts, il faut les dire, déployés ces derniers temps par la CENI pour rattraper les retards, c'est là où beaucoup de gens disent que ces élections ne pourront pas se tenir le 23 décembre. Hein? Bon, si cela arrive, donc il y aura beaucoup de manquements du point de vue logistique. Parce que Kabila a refusé. Non, excusez-moi, quelqu'un est en train de m'appeler là. Donc je fais Kabila est en train de faire. Plutôt, il avait refusé l'aide logistique de la communauté internationale. Parce que, à l'occasion de cette aide-là, la raison, c'était quoi? Il parlait des machines. Alors, si la MONUSCO intervenait pour transporter les machines, les kits électoraux, les groupes électrogènes, bon, vous ne mettez pas ces histoires, ces matériels dans l'avion sans qu'on puisse les compter. Donc, les pilotes qui vont les transporter,
doit savoir quelle quantité, quel tonnage. Donc, la MONUSCO allait avoir l'information exacte sur la quantité des machines et autres matériels. D'après nous, Kabila ne pouvait pas accepter ça parce qu'il avait quelque chose à cacher. Kabila est bien sûr Nanga. Les communications, c'était nous sommes prêts, il n'y a pas de problème. Alors, s'il laissait que la MONUSCO puisse assurer les transports, la MONUSCO allait savoir quelle est la quantité exacte des machines à voter, quelle est la quantité exacte des kits électoraux, des groupes électrogènes. C'est comme ça qu'ils ont refusé. Maintenant, il y a l'incendie, on n'arrive pas à montrer l'intérêt de l'entrepôt. Et comme je l'ai dit, cet entrepôt-là appartient aux Américains. C'est une propriété des Américains. Est-ce que c'est un sabotage qui rentre dans la ligne des actes terroristes que craignaient les Américains? Et ils ont cherché, ils ont voulu profiter de la rhétorique des gens de la Mouka. C'est une imprudence, ça il faut le reconnaître. Surtout quand on connaît les régimes. Et surtout que dans la Mouka, il y a des gens qui étaient avec Kabila qui certainement savent comment le monsieur opère. Est-ce que c'est un sabotage d'une installation américaine et maintenant qu'on voudrait attribuer à certains acteurs de la Mouka parce qu'ils ont fait maladroitement certaines déclarations, hein? Ça, nous verrons. Mais tout porte à croire, comme Kabila n'a plus rien à gagner, c'est-à-dire comme les sanctions ne sont pas levées, lesquelles sanctions, s'ils étaient levées, allaient faire être une raison pour qu'il y ait des négociations, disons, qu'il y ait la paix entre la Mouka et les pouvoirs en place, et qu'on aille dans une transition. Comme ces sanctions ne sont pas levées, en politique, ce sont les intérêts, et vous allez constater, c'est comme ça qu'ils commencent à malmener les candidats de la Mouka. Et tous les jours ici, j'ai suivi Mova Sakani, j'ai suivi Lambert Mende. Ici, je dois expliquer comment Kabila opère. Kabila utilise la loi quand c'est à son avantage. Je vous donne l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de Jean-Pierre Mbemba et de Moïse Katumbi. Moïse est écarté suite à une fausse affaire de maison. Mais comme si cela ne suffisait pas, le pouvoir comprenait, il a cherché l'affaire de la nationalité qui semble avoir des bases, des fondements. Kabila a été écarté. On a trouvé comme prétexte le respect de la Constitution. Chaque fois qu'un opposant viole la loi, Kabila utilise cela contre cet opposant-là. Pourquoi? Il sait que c'est l'argument utilisé pour l'écarter. Et les Mindélés sont comme quelque part aussi esclaves de la loi. C'est pour cela que vous voyez les Américains disent, bon écoutez, ils ont été... En fait, ils sont en train de dire que, bon écoutez, ces gens-là, ils sont dans une position, j'allais dire, qui sort de la loi. Hein? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'ils sont en train de chercher Fayoulou. Quand vous suivez Mova, un homme extrêmement intelligent, aussi très rusé, dans ses propos, vous comprenez qu'ils sont en train petit à petit de constituer un dossier sur base de certains propos tenus par lui-même Martin Fayoulou et M. Olivier Kamitatou et d'autres leaders de la Mouka. Lambert Mende, quand il parle, vous sentez donc, c'est quelque chose qu'ils sont en train de préparer de telle sorte que, quand ils vont agir, même les Occidentaux auront du mal, ils seront embarrassés à venir défendre quelqu'un qui a violé la loi. Hein? Il faut mettre ça entre guillemets. Mais, vous savez, j'ai mes sources, il y a quelqu'un qui est très branché qui m'avait dit, vous allez voir dans les jours à venir, Fayoulou aura des ennuis, on pourra les poursuivre.
quand il y a eu la première déclaration de FCC, pas celle qui est venue après l'incendie, j'ai appelé ce monsieur-là, je lui ai dit, quand je l'ai appelé immédiatement, il m'a dit, tu as compris. En fait, il s'est préparé à cela. Alors, j'ai dit que, bon, évidemment, ils violent la loi tous les jours. Hein. Quand je dis cela, ce n'est pas qu'ils sont saints, non. Je dis tout simplement que quand on connaît les régimes sur le plan politique, on doit être très prudent. C'est le même couteau que lui veut utiliser dans la mesure du possible pour achever les autres. Alors que nous savons, ce régime, le mal qu'il a fait, c'est un régime qui ne respecte pas la loi, tout ça. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire sur ces dossiers. J'étais un peu long, c'est long que je me sens de plus en plus un peu en forme. Alors, je vais prendre des questions et puis quelques commentaires. Et nous allons clôturer cette analyse. Nous sommes déjà à 1h26 minutes 15 secondes. Je bénis Dieu. Je ne me sentais pas vraiment, bien sûr, convalescent, mais plus je parle, plus j'ai l'impression que je reprends. Vous aurez certainement constaté les débits de mes paroles, donc la vitesse, elle est redevenue normale. Alors, Maman Blessing, elle est la première qui dit « Et Kabila est de quelle nationalité pour Olive Lembe donne des leçons de morale ?» Ah voilà. Donc Olive Lembe, là, ouvre la boîte de Pandore elle-même. Hein. Vous savez, le problème de la nationalité au Congo, c'était un problème sérieux. Même celui, les successeurs de Kabila, il faut qu'ils réfléchissent à comment résoudre ce problème. Parce que le problème du Nord Kivu, c'est un problème très sérieux. Je parle d'abord du Nord Kivu. Très, très sérieux. Il faut beaucoup de tact pour ne pas provoquer une autre crise ou bien même l'aggraver. Donc, Maman Blessing, donc la femme de Kabila, là ouvre la boîte de Pandore parce qu'on peut aussi se poser des questions. Moïse Katumbi l'avait dit. Jeannette et l'autre, ils étaient tanzaniens. À quel moment ils sont devenus congolais? Et il y a beaucoup de gens qui sont dans les institutions, qui ont des nationalités douteuses. Voilà. Alors, Agnès Kassomo-Kiboumou dit, elle est folle, cette dame. Elle est même étrangère à 50% belge. Bon, moi, c'est pas, maman. Peut-être ça. J'ai mon père à moi, mon père biologique, paix à son âme, avait travaillé dans la même compagnie que le papa, j'allais dire, le mari, donc le Belge qui est mort, de la mère d'Olive Lembe. Et finalement, j'étais tombé sur un document par après. Alors, je me suis rendu compte que mon père avait raison. Hein, c'était dans les maniements. C'était une compagnie, une société minière. Alors, quand on lit ces documents, il y a certains, je ne sais pas si je vais les trouver, il y a des passages qui vous amènent à dire que Olive Lembe, elle aussi, en dehors du fait qu'on dit qu'elle est de Bas-Congo, mais même là encore, c'est un peu discutable parce qu'elle est d'un côté, elle est cabindaise. Elle a aussi quelque part de certaines connexions avec le Rwanda. Mais elle est congolaise parce qu'elle a aussi des connexions avec le Congo. Mais c'est notre dossier, c'est un peu compliqué. Ok.